Des plages immaculées et des récifs coralliens pleins de vie, aux zones humides et lacs luxuriants, en passant par de vastes forêts et des plaines à perte de vue, chaque paysage constitue un refuge pour une pléiade d'animaux. Connu localement sous le nom de Miracle en raison de sa beauté, ce monde est celui d'Issi Mancaliso, une réserve miraculeuse. Ce rivage isolé se niche entre une vieille forêt et l'océan Indien. C'est un endroit magnifique qui demeure imprévisible. La plupart du temps, tout est relativement calme. Mais ce soir, il y a de la visite. Une tortue kawan avance péniblement sur le littoral de Banganek, à Issi Mancaliso. Elle a traversé les océans du monde entier pour retourner à cet endroit précis, la plage où elle a vu le jour. C'est l'une des rares fois dans sa vie où elle quitte la mer pour rejoindre la terre. Une raison particulière l'amène ici. Engendrer la nouvelle génération. Lentement, elle creuse un nid d'1 mètre de profondeur avec ses énormes nageoires. Ce n'est pas une tâche facile. Elle est hors de son élément, épuisée et on ne peut plus vulnérable. Mais ce moment est le résultat de toute une vie. Elle pond doucement une centaine d'œufs dans le nid. Avec de la chance, 10 survivront. Le sexe des embryons dépend de la profondeur à laquelle les œufs sont enterrés. La température dans les nids de tortues kawan varie entre 26 et 32 degrés. Les œufs qui se développent dans un milieu frais donnent des mâles. Ceux placés à une température plus élevée produisent des femelles. Ce processus extrêmement laborieux nécessite de longues heures.
Quand la tortue a fini de pondre, elle recouvre ses œufs avec du sable et retourne en mer. Elle ne reviendra pas sur la terre ferme avant sa prochaine ponte. Sa mission est accomplie. Elle n'a pas parcouru une si grande distance pour rejoindre ce littoral sans raison. C'est à cause du sable au pied des dunes. Il est riche en minerai de titane. Cette substance se réchauffe au soleil et transforme le sable en parfait incubateur. Le minerai de titane est aussi un agent hydrophile, c'est-à-dire qu'il attire l'eau. Grâce à lui, les œufs de tortue ne peuvent pas se dessécher. Cela s'avère crucial pour les kawanes, mais aussi vital pour toute cette zone humide. Quand il pleut, l'eau qui s'écoule dans le sable est attirée par le titane. Celui-ci ralentit son passage dans la nappe phréatique. En conséquence, les dunes accumulent de grandes quantités d'eau de pluie qui suintent lentement et nourrissent la forêt environnante. Ces dunes boisées comptent parmi les plus vieilles et les plus grandes au monde. Elles marquent la limite est de ce parc spectaculaire, le premier site sud-africain inscrit au patrimoine mondial. Ici, Mangaliso est un mot zoulou qui signifie miracle. La réserve naturelle est nommée ainsi pour sa beauté et la richesse miraculeuse de sa faune et de sa flore. 8 écosystèmes interdépendants, 3 grands lacs et l'estuaire le plus limpide d'Afrique du Sud forment le site classé. Ici, Mangaliso combine la savane sèche et de somptueux récifs, de denses forêts côtières et des estuaires d'une grande pureté. Ce mélange incroyable d'habitats abrite une faune et une flore très riches. Des familles grandissent, des liens se renforcent et des ennemis se battent. Des jeunes aux plus âgés. Ici, Mangaliso subvient aux besoins de tous ses habitants. Les dunes forestières du littoral de Banganek accueillent une famille exceptionnelle. Les samangos sont les seuls primates d'Afrique du Sud à vivre exclusivement en forêt. Ils sont arboricoles. Cela signifie qu'ils vivent presque constamment dans les arbres et passent très peu de temps sur la terre ferme. Ces singes n'aiment pas le soleil trop intense et trouvent refuge parmi les branches et les feuilles. Leur alimentation se compose en grande partie de fruits, de feuilles, d'insectes et de champignons. Ils ont leurs préférences. Ils dépendent de la riche diversité de la flore présente à Banganek.
En conséquence, cette dune forestière d'Issy Mangaliso est l'une des rares au monde à pouvoir les accueillir. Ces bandes de cercopithèques forment une grande famille. Les femelles de la tribu donnent des conseils aux jeunes. On leur enseigne déjà comment survivre dans la forêt quand ils sont âgés de quelques semaines seulement. Les petits apprennent à manger, grimper et faire leur toilette en observant leur mère. Quand les singes s'épouillent, cela sécrète des endorphines dans leur cerveau. Les endorphines sont les hormones du bonheur. Elles créent une dépendance. La plupart des singes passent jusqu'à 20% de leur journée à s'épouiller. Le reste du temps, ils cherchent de la nourriture. Un jour, cette jeune femelle transmettra à sa progéniture ce qu'elle a appris en observant sa mère et en suivant ses enseignements. Les petits deviennent indépendants au bout de quelques mois. Ils continuent à téter pendant encore 2 ans. Tous les animaux d'Issy Mangaliso n'ont pas une enfance aussi riche. Au centre de la réserve naturelle, on adopte une approche très différente pour élever les nouveau-nés. Le système lacustre de Sainte-Lucie, qui s'étend sur plus de 300 km², compte parmi les plus grands d'Afrique. 5 rivières s'y déversent. Quand il pleut assez, l'écoulement d'eau douce diminue la salinité du lac. Quand les pluies se font rares, les rivières arrêtent de s'écouler et le niveau du lac peut descendre sous celui de la mer. Quand cela arrive, l'eau de mer afflue pour compenser la perte d'eau douce. La teneur en sel du lac peut devenir 3 fois supérieure à celle de l'océan. Les animaux incapables de supporter cette hypersalinité meurent. Les autres s'adaptent. Ainsi, ce petit poisson a une curieuse manière de lutter contre l'excès de sel. Le tilapia peut changer le fonctionnement de ses branchies suivant la salinité des eaux environnantes. Les branchies sont les organes qui permettent aux poissons d'extraire l'oxygène de l'eau. Grâce à elles, les poissons d'eau douce peuvent conserver le sel, tandis que les poissons de mer l'expulsent. Le tilapia a la capacité exceptionnelle d'ajuster les récepteurs de ses branchies à son habitat. En conséquence, ce poisson se plaît autant en eau salée qu'en eau douce. Mais même pour les tilapias, vivre à Sainte-Lucie s'avère difficile. Les variations du taux de sel ne les préoccupent pas. Ils ont un autre sujet d'inquiétude. Les crocodiles. Ces reptiles peuvent mesurer 6 mètres et peser plus d'1 tonne. Avec leurs dents bien acérées, ce sont d'éminents prédateurs,
redouté par la grande majorité des animaux du parc. Sainte-Lucie possède la plus grande population reproductrice de crocodiles en Afrique du Sud. Ils se sont adaptés à cet environnement d'une manière inventive et inattendue. Ils construisent des terriers. Quand l'eau vient à manquer, les crocodiles percent de grands trous dans les rives. En creusant jusqu'à la nappe phréatique, ils parviennent à atteindre des réserves d'eau douce inaccessibles pour les autres animaux. Cette pratique remonte à plusieurs générations. Contrairement aux petits samangos, les jeunes crocodiles d'Issi Mangaliso ne sont ni choyés ni éduqués par leurs congénères. Dès sa naissance, ce bébé a été livré à lui-même. Il a dû se débrouiller seul. Personne ne lui a appris quoi manger ou comment survivre. Constamment menacé par des oiseaux affamés, il a aussi dû faire face à l'eau toujours changeante. Mais le crocodile, très résistant, réserve bien des surprises. C'est la première fois qu'un tout jeune crocodile a été filmé sous terre à Sainte-Lucie. Sans aucune indication sur la piste à suivre, cette petite a trouvé un terrier abandonné grâce à son seul instinct. La température ne change jamais ici, peu importe la saison. Le nouveau-né se cachera là jusqu'à la tombée de la nuit. Puis, il partira chasser. Ce survivant d'Issi Mangaliso, qui compte parmi les plus robustes de la planète, a développé une faculté d'adaptation incroyable. L'hippopotame ne dispose d'aucune méthode de survie aussi ingénieuse que le crocodile, mais il est d'une aide inestimable pour le lac de Sainte-Lucie. Les hippopotames semblent lourds et gauches sur terre. Mais dans l'eau, c'est une toute autre histoire. Le mot hippopotamos signifie « cheval du fleuve » en grec ancien. Ce terme est lié à leur vitesse et à leur grâce surprenante sous l'eau. Le lac aide l'hippopotame à bien des égards. La structure unique de sa peau lui fait perdre l'eau 2 fois plus vite que la plupart des animaux.
cette perte peut être 5 fois plus rapide que pour les humains. C'est parce qu'ils ont une peau épaisse mais ne possèdent pas de glandes sébacées. Ces glandes sont chargées de réguler la température. À cause de cela, les hippopotames ont besoin d'eau pour se rafraîchir. Ils ont aussi leur utilité, surtout à Sainte-Lucie. Quand les précipitations s'atténuent, les rivières qui se jettent dans le lac sont affaiblies. Ces cours d'eau transportent les nutriments jusqu'au lac. Quand leur courant est faible, moins de nutriments arrivent. C'est alors qu'interviennent ces mammifères. Au crépuscule, ils quittent le lac pour brouter. Une fois rassasiés, ils retournent rejeter dans l'eau de grandes quantités d'excréments riches en nutriments. Ce service vital aide à maintenir un écosystème sain. La majorité des activités des hippopotames a lieu dans l'eau, y compris l'accouplement. La conception se déroule normalement pendant la saison sèche afin que les naissances coïncident avec les précipitations. La parade nuptiale est étonnamment douce. Les femelles commencent à s'accoupler vers l'âge de 9 ans. Ensuite, elles mettent bas tous les 2 ans. Bien qu'elles soient capricieuses, ces eaux font office de crèche pour certains des plus impressionnants résidents du parc. L'un des écosystèmes d'Issy Mangaliso est habité depuis bien plus longtemps que la plupart des autres. Sous les flots se trouve un monde sous-marin spectaculaire. Il accueille des créatures parmi les plus belles, bizarres, et astucieuses. Il s'agit de Sodwana, un royaume océanique situé au nord-est d'Issy Mangaliso. Les récifs coralliens se sont formés sur les vestiges de dunes fossilisées. On estime que cette partie du récif date d'au moins 4000 ans. Sodwana résulte d'une série de circonstances particulières. Le courant chaud des aiguilles descend du Mozambique et commence à refroidir près de Sainte-Lucie. En même temps,
des fleuves riches en sédiments se jettent dans l'océan Indien. Pour que les coraux survivent, la température de l'eau doit rester comprise entre 16 et 36 degrés. Les fleuves ne doivent pas acheminer de vases ni de détritus et l'eau doit être peu profonde afin de capter les nutriments du soleil. Cette fantastique richesse naturelle est aussi superbe que capricieuse. Il existe 95 espèces de coraux mous et durs à Sodwana et ils abritent plus de 1200 variétés de poissons. Parmi eux se trouve la reine serpentiforme de l'océan, la redoutable murène léopard. Ces murènes comptent parmi les plus grandes et les plus remarquables. Elles attendent dans le récif la moindre chance de saisir une proie et déchiquettent leurs victimes avec leurs dents acérées. Ces prédateurs ne sont pas les seuls qui écument les eaux chaudes de Sodwana. Les requins taureaux chassent ici. Leurs dents effilées et recourbées ressemblent à des allées de gros clous. Ils possèdent chacun 3 rangées de 40 à 50 dents par mâchoire qu'ils utilisent pour s'attaquer à la moindre petite proie de Sodwana. Ils chassent en groupe, encerclant leurs victimes. Ils se mangent aussi entre eux. Dans l'utérus de la mer, le premier requin qui s'éveille dévore ses frères et sœurs. Seuls 2 requins survivent à ces pratiques cannibales, se nourrissant en permanence des œufs non fécondés produits par leur mère jusqu'à leur naissance. Le requin taureau a aussi la capacité peu commune de modifier sa flottabilité en avalant ou en expulsant de l'air. Il peut ainsi rester à la profondeur qu'il souhaite en dépensant un minimum d'énergie. Cet incroyable refuge sous-marin a perduré parce que dans son environnement, les menaces sont rares. Au-dessus de la surface, tout au nord du parc, se trouve une autre espèce qui doit également une partie de sa survie à son emplacement reculé. C'est un raffia. Avec ses 16 mètres de hauteur, c'est l'un des plus grands palmiers au monde. Ses feuilles peuvent atteindre une largeur de 10 mètres et sa hampe florale mesure environ 3 mètres. Fait étonnant, cet arbre fleurit une seule fois, juste avant de mourir. À ce moment-là, il disperse ses graines dans tout le marais. Ces fruits ovoïdes sont uniquement produits par le raffia. Ils constituent l'aliment principal de l'oiseau nicheur le plus rare d'Afrique du Sud, le palmiste africain. Contrairement à la plupart des vautours, ce rapace préfère les noix à la viande.
Il est quasi végétarien. Il se perche uniquement au sommet du raffia. Le seul endroit au monde où ce palmier pousse naturellement, c'est à Issy-Mangalisso, dans la baie de Kosi. Ce lieu constitue l'un des rares estuaires préservés d'Afrique du Sud. Constitué de sable, ce sol lessivé est acide, ce qui signifie qu'en cas de précipitation, il se forme peu de vases. Cela permet de distinguer Kosi des autres estuaires. Ces eaux sont toujours parfaitement limpides, même quand il a plu, quelle que soit la période de l'année. L'habitat le plus surprenant d'Issy-Mangalisso se trouve cependant à l'intérieur des terres, loin de l'océan Indien. Ce site diffère complètement du reste de la réserve naturelle. La savane de Mkuze accueille beaucoup d'animaux parmi les plus emblématiques d'Afrique australe. Ces vieux éléphants ont créé à deux une alliance temporaire. Ils marchent depuis de longs jours et se reposent peu. Même si ces animaux sont essentiellement solitaires, les mâles s'associent parfois pour chercher des femelles et de la nourriture. En période de sécheresse, ils parcourent aussi de grandes distances pour trouver de l'eau douce. Les éléphants ont la capacité stupéfiante de détecter où et quand il pleuvra. Pour localiser une averse isolée, ils peuvent traverser jusqu'à 40 km. Lors de ces voyages, ils se nourrissent sans cesse, dispersant des graines en chemin. Leurs excréments riches en nutriments offrent des conditions idéales pour que les graines germent. Ils les protègent aussi pendant les premiers stades de la croissance. En conséquence, les éléphants de cette réserve naturelle influencent beaucoup l'aspect de la savane. Ils sont les jardiniers les plus importants du Veld. Sur une terre aussi diverse qu'Issy-Mangalisso, collaborer s'avère souvent l'unique moyen de survivre. Le guépard est le plus rapide mammifère terrestre. En distancer un est difficile pour n'importe quel animal. En devancer deux relève presque de l'impossible. Ses frères ont développé ensemble une technique de chasse unique. Le travail d'équipe repose toujours sur un équilibre fragile. Plus d'alliés signifie plus de bouches à nourrir. Pour vivre et chasser ensemble, ces deux félins doivent avoir une relation unique, fondée principalement sur la confiance. Aujourd'hui, cela a fonctionné. Les frères ont tué un jeune zèbre. Sa mère n'a pas réussi à le protéger, mais le troupeau a forcé les guépards à se retirer dans un fourré voisin. Les frères attendent le bon moment pour se nourrir.
La femelle essaie de faire réagir son petit, mais il ne bouge pas. Un jeu de patience est en cours. Les guépards ne peuvent pas manger tant que le troupeau reste là. Ces fauves sont étonnamment vulnérables. Un zèbre adulte représente une sérieuse menace. La mère sait qu'ils ne font pas le poids contre elle. Elle protège son petit, même mort. Le reste du troupeau semble partager sa perte. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle garde le cadavre. Finalement, la faim oblige les frères à abandonner leur jeune victime. Ils ont besoin de manger et doivent chasser à nouveau. Même si cette mère est endeuillée, elle a réussi à garder son petit à ses côtés un peu plus longtemps. Malgré sa ténacité, elle demeure impuissante face à une attaque de vautours. Le troupeau ne peut rien faire. Les charognards ont vite fait de dépecer la carcasse. Comme un repas n'est jamais garanti dans la savane et que la compétition est féroce, les vautours ont développé la capacité de manger à une vitesse incroyable. En seulement 2 minutes, ces rapaces peuvent consommer presque 1,5 kg de viande. Les vautours oricoux, au sommet de la hiérarchie, ont la priorité sur les plus petits vautours chasse-fientes. Ces derniers patientent. Parmi toutes les espèces de vautours, ces oiseaux géants sont les rois. Leur bec puissant peut déchiqueter les morceaux de carcasse les plus coriaces auxquels les autres n'ont pas accès. Mais les corbeaux à nuque blanche accordent peu d'importance à la hiérarchie. Ces opportunistes tentent toujours leur chance, peu importe l'ampleur de la concurrence.
le zèbre constitue pour tous un repas bienvenu. Des vies se jouent en permanence à travers les nombreux paysages d'Issy Mangualisso. Pour chaque fin, il y a un nouveau commencement. « 70 jours se sont écoulés depuis que la Kawan a séjourné sur ce littoral. À peine sortis du sable, ces petits entament un périlleux voyage vers la mer. Ces nouveau-nés vulnérables commencent leur vie avec le plus grand défi qu'ils devront affronter. Ces tortues traversent un grand danger. Elles sont petites, exposées et sans défense. Toutes ne résisteront pas. Des prédateurs comme les crabes en attrapent beaucoup avant qu'elles atteignent l'eau. Mais contre toute attente, certaines survivent. Ces rescapées s'apprêtent à parcourir le monde. Elles vont traverser des milliers de kilomètres d'océan avant de revenir à cette même plage 30 ans plus tard pour donner naissance à la prochaine génération de Kawan. La beauté d'Issy Mangualisso apparaît à travers les vies des multiples résidents qui peuplent ces nombreux habitats différents. Avec ses merveilleux fonds marins, ses plages immaculées et ses immenses plaines et lacs, le refuge d'Issy Mangualisso accueille ses divers habitants depuis leur tout premier pas jusqu'aux derniers instants de leur vie.
le parc abrite des animaux particulièrement célèbres, remarquables et capables de s'adapter. Cette terre magnifique présente une diversité exceptionnelle. C'est un miracle unique en son genre. Au cœur de l'Afrique du Sud se trouve un paysage ancestral qui était autrefois une mer intérieure. Aujourd'hui, c'est une mosaïque d'habitats uniques. Les espèces ont évolué de manière ingénieuse pour survivre dans ces milieux contrastés. Les troupeaux paissent sur les plaines. Les prédateurs rôdent dans les fourrés près des rivières. Et les rapaces parcourent le ciel. C'est un endroit unique en Afrique du Sud. Il s'agit du parc national du Karoo, un semi-désert bien vivant. Un petit troupeau de springboks erre dans les plaines, au pied des montagnes Nuveveld, dans le parc national du Karoo. Ces plaines sont l'endroit le plus chaud et le plus sec du parc. L'eau se fait rare. Les précipitations s'évaporent rapidement et les sels minéraux filtrent dans la roche et le sol. Les springboks sont robustes et survivent là où aucune autre antilope ne peut survivre. Ils sont capables d'assimiler la végétation chargée en sel qui pousse dans cet environnement. Tout près de là, dans les fourrés près des rivières, un jeune caracal observe le troupeau. Il n'a que 8 mois et il vient juste de quitter sa mère. Ces springboks adultes sont des proies bien trop grosses pour lui. Il apprend à se débrouiller tout seul dans ce milieu inconnu. Mais il trouve encore le temps d'entraîner le chaton qui sommeille en lui. Chaque son, chaque odeur est nouveau et intéressant pour le jeune félin. Comme le lynx qui vit dans l'hémisphère nord, il a des pinceaux de poils sur les oreilles. Néanmoins, ce n'est qu'un parent lointain. Dotés d'une des meilleures ouïes parmi les mammifères, les félins peuvent entendre les ultrasons émis par leur proie. Et comme tous les adolescents, il aime manger. Mais sans l'aide de sa mère, il doit encore travailler ses techniques de chasse. Le parc national du Karoo est un sanctuaire pour la faune et la flore dans le centre aride de l'Afrique du Sud, qui s'étend sur 822 km². Il est situé dans le Grand Karoo, une vaste étendue de végétation sèche et broussailleuse qui part du Cap et va vers le nord jusqu'en Namibie. Les ressources en eau font la loi dans le parc. La faune et la flore se sont adaptées aux conditions semi-désertiques. Mais à une époque, les choses étaient bien différentes. Il y a 200 millions d'années, c'était un gigantesque marécage recouvert d'une dense végétation. C'est ici que vivait une espèce de reptile, ancêtre de tous les mammifères. Aujourd'hui, il ne reste rien de ce monde plein de vie, à part des fossiles.
Le parc national du Karoo est traversé par les montagnes Nuveveld, petite partie d'un énorme escarpement qui scinde le pays en deux. La hauteur des précipitations qui tombent sur le parc dépend de ces montagnes. Les nuages restent piégés au niveau des sommets culminant à 1900 mètres, ce qui donne lieu à différents habitats. La hauteur des précipitations annuelles varie de 175 mm sur les plaines sèches, au pied des montagnes, à 300 mm sur le plateau central. Au sommet des montagnes Nuveveld, elle dépasse même 400 mm. Ces variations ont de lourdes conséquences pour la végétation et les animaux du parc. Les springboks sont des animaux grégaires. Pendant la saison sèche, ils se rassemblent sur les plaines à découvert et forment de petits troupeaux. Leur alimentation est variée. Ils broutent aussi bien l'herbe tendre que les arbustes et les plantes succulentes. Grâce à cette alimentation, ils prolifèrent. C'est l'espèce d'antilope la plus représentée dans les régions sèches du sud de l'Afrique. Comme tous les caracals, ce jeune mâle est timide et secret. C'est l'un des petits félins que l'on trouve dans le sud de l'Afrique. Les caracals ne font qu'un dixième de la taille du lion. Ils n'en sont pas moins des chasseurs hors pair. La souris a repéré un petit trou. Elle essaie désespérément de fuir. Mais ces anciens terriers d'Oryctéropes sont souvent sans issue. La végétation sur les berges des rivières joue un rôle important. Les rivières déroulent leurs méandres dans tout le parc. Elles sculptent le paysage bien que l'eau n'y coule que rarement. Elles affluent de temps à autre lorsque les précipitations sont exceptionnelles. Pourtant, sous la surface, on trouve encore plus d'humidité que sur ces berges qui semblent dessiner des veines vertes sur les plaines marron poussiéreuses. Recouvertes de mimosas odorants, ces dernières attirent la vie. Une petite famille de vervets explore cette forêt sur les rives. Les vervets ne peuvent survivre que dans cette zone du parc. On les voit rarement ailleurs que dans les arbres. Leur régime est majoritairement végétarien, même s'il arrive parfois qu'ils mangent des insectes. Dans le désert du Karoo, les mimosas ont trouvé un moyen de dissuader les herbivores de manger leurs feuilles si précieuses, les épines. Les vervets doivent donc faire preuve d'agilité pour contourner ces défenses aiguisées. D'autant plus qu'il n'y a pas d'autres arbres dans le parc. Les vervets sont très sociables. Les petits sont éduqués par leurs parents et les baby-sitters. Comme souvent chez les primates, les mères confient leurs bébés aux membres de la famille. Cela leur permet d'avoir un autre petit plus tôt. Et les baby-sitters acquièrent une expérience qui s'avérera utile lorsqu'elles devront, à leur tour, éduquer leurs petits. Ce jeune mâle apprend en observant les adultes. Ses grandes sœurs mangent l'écosse. Mais il semblerait qu'il ait le palais plus audacieux. Il opte pour l'écorce. Il n'a pas encore bien compris. Au final, peut-être que ses sœurs ont raison.
L'armure redoutable des mimosas odorants n'empêche pas les koudous et les autres herbivores de s'attaquer au feuillage. Et lorsqu'il y a des herbivores, les prédateurs ne sont jamais loin. Mais ce lion a autre chose en tête. Il cherche une partenaire. Les lions sont les plus gros prédateurs du parc. Dans le Karoo, ils se baladent seuls ou en petites troupes de 3 ou 4 individus. C'est beaucoup moins que les troupes que l'on trouve habituellement dans la savane, où l'on compte jusqu'à 40 individus. Ici, elles sont petites, car il y a peu de proies dans ce milieu aride. Pour survivre, les lions adoptent différentes stratégies de chasse en fonction des habitats du parc. Celui-ci marque un buisson au passage. Il laisse ainsi sa carte de visite aux femelles et adresse dans le même temps un avertissement aux autres mâles. Une femelle cherche à entrer en contact. Le collier qu'elle porte permet au personnel du parc de la pister. Les données récoltées sont essentielles pour comprendre le comportement des lions dans les milieux semi-désertiques. Elle continue à chercher son partenaire. Toutes les plantes du parc se sont adaptées aux conditions semi-désertiques, quelle que soit l'altitude où elles poussent. Le climat reste aride, même dans les zones les plus humides du parc. Les feuilles sont petites et recouvertes d'épaisses couches cireuses permettant de limiter les pertes d'eau. De nombreuses plantes se protègent avec des épines menaçantes pour décourager les herbivores. La pluie tombe plus souvent sur les sommets. Mais il y a également d'autres sources d'humidité. Les nuages se condensent sur les buissons des sommets exposés. En hiver, d'épaisses couches de gel se forment sur les feuilles. Des protéines anti-gel permettent d'éviter de subir les dégâts causés par la glace. Lorsque cette glace fond, l'eau ruisselle sur les branches et les tiges et coule sur le sol, profitant ainsi aux racines. Sur le plateau central, l'humidité vient d'un endroit encore plus insolite. Une colonie de fourmis moissonneuses s'affaire. Les éclaireuses ont trouvé un capoquier en fleurs. Elles travaillent dur pour remplir leur garde-manger souterrain. Elles utilisent leurs mandibules comme des sécateurs pour cueillir les fleurs. Puis, elles transportent les graines et les autres aliments dans le nid pour nourrir les larves et les ouvrières. Les fourmis cherchent de la nourriture sur une zone d'environ 200 mètres carrés autour de leur nid. Elles forment de longues chaînes jusqu'à leur habitat.
Elles sont capables de transporter l'équivalent de 10 à 15 fois leur poids. Ces fourmis sont bénéfiques pour les plantes et les autres animaux qui vivent dans le même environnement. Leur nid contient plus d'humidité que les sols alentours. Il est également riche en azote, en phosphore et en potassium. Les plantes qui poussent sur les nids de fourmis moissonneuses produisent donc 2 fois plus de graines que les autres. Quand les conditions sont favorables, la colonie stocke plus de graines que nécessaire. Elle pourra ainsi se nourrir pendant les périodes difficiles. La majorité des antilopes du parc se rassemblent sur le plateau central, car c'est ici que le pâturage est meilleur. Un Alcelaphus kahama mâle monte la garde. C'est la saison des amours et les mâles ont pris leur territoire. Ils protègent ces territoires des intrus et surveillent les frontières pour dissuader les aspirants. C'est primordial, surtout lorsque les troupeaux de femelles reproductrices passent par là. Ce mâle jauge son voisin. Mais avec le troupeau de femelles à proximité, il est dans une situation délicate. Il ne veut pas dépenser de l'énergie dans un combat qu'il peut éviter. Une fois sa domination établie, il peut suivre le troupeau. Il cherchera à s'accoupler avec un maximum de femelles pendant qu'elles sont encore sur son territoire. Les Alcelaphus kahama ne sont pas les seuls à vouloir s'accoupler sur le plateau central. C'est aussi le cas du plus gros oiseau du monde, l'autruche. Ce mâle affiche ses intentions sur ses tibias. Pendant la saison des amours, ses tibias se colorent d'un rose vif qu'il exhibe devant les femelles disposées à s'accoupler. Il dansera également si une femelle lui en donne l'occasion. Les mâles peuvent s'accoupler avec 4 femelles pendant la saison des amours. L'envie de se reproduire est grande. Mais aujourd'hui, les femelles sont plus intéressées par la nourriture que par la bravade. Les autruches ont une bonne espérance de vie. Elles vivent jusqu'à 40 ans. Mais la prédation est rude pour les petits, et les prédateurs, parmi lesquels le caracal et le lion, sont nombreux. Dans chaque couvée, seul un petit sur 8 ou 10 survivra. Les autruches cherchent de la nourriture parmi les petites plantes et l'herbe. Elles arrachent les plantes et mangent tout, y compris les racines. Comme tous les animaux adaptés aux environnements secs, la nourriture qu'elles consomment est une source d'hydratation. Juste à côté, les oryx gazelles partagent ce piètre repas. Spécialistes du désert, ils peuvent survivre dans les dunes. On les trouve dans tout le parc, bien qu'ils préfèrent se rassembler là où il y a de la nourriture, c'est-à-dire sur le plateau central. Ces troupeaux nomades comptent généralement 14 individus ou plus. Ils dépassent d'ailleurs souvent les 100 bêtes. Un mâle dominant dirige le troupeau. Il est bien décidé à exploiter cet environnement limité. Ces troupeaux sont composés de mâles et de femelles. D'habitude, les antilopes vivent séparés, les mâles d'un côté et les femelles de l'autre. Mais ici, la cohabitation est cruciale. Dans ce parc aride, on ne sait pas toujours où trouver de la nourriture.
Les oryx gazelles auraient donc des difficultés pour se nourrir et se reproduire. Ils vivent ensemble, ce qui leur fait un problème de moins. Plus haut dans les montagnes, près du sommet, deux spécialistes des rochers très bien camouflés sont en train de manger. Les oréotragues forment des couples très unis qui se fondent dans le paysage. Les mâles ont deux petites cornes pointues. Ils s'en servent pour se disputer les territoires. Ces petites antilopes sont parfaitement adaptées aux pentes rocailleuses des montagnes. Elles sont agiles et sautent facilement d'un rocher à l'autre. Leurs sabots sont comme des coussins qui absorbent les chocs. Elles ont ainsi une meilleure prise. Leur habitat rocailleux, associé à leur dextérité, leur permet d'échapper aux prédateurs terrestres. Mais dans le parc du Karoo, la mort peut également venir du ciel. Le parc possède l'une des plus fortes densités d'aigles de Verreau d'Afrique du Sud. Ces derniers font leur nid sur les parois des falaises menaçantes en dolérite. Ils chassent différentes petites proies. Ces grands aigles ont une envergure de près de 3 mètres. Ils transportent des lapins et des lièvres, ainsi que de petites antilopes et parfois de jeunes springboks. Mais dans le parc du Karoo, 9 fois sur 10, ils se nourrissent de damans, qu'on appelle aussi dassis. Les damans vivent presque toujours dans des habitats rocheux ou sur des falaises. Ils savent très bien sauter entre les rochers. Grâce à une glande spéciale, leurs pattes restent moites. Ils peuvent mieux glisser. Si nécessaire, ils se nourrissent des ressources les plus pauvres. Leur estomac, rempli de bactéries, vient à bout de la végétation la plus dure du parc. On les voit souvent prendre des bains de soleil sur les rochers. Ce sont des mammifères au sang chaud, mais leur température corporelle varie beaucoup. Ils sont capables d'absorber la chaleur du soleil comme les animaux au sang froid, tels que les lézards. Les damans se nourrissent près de leur habitat. Ils ne s'aventurent jamais en dehors des zones sûres. De cette façon, s'ils sont attaqués, ils courent se mettre à l'abri. C'est la saison des amours chez les aigles. Dans le parc, ils s'accouplent presque tous les ans. Les aigles de Verreau sont monogames. Les couples passent des années ensemble. En général, ils ne se séparent que s'ils n'ont pas réussi à procréer. C'est la femelle qui se charge de couver les œufs. Elle passe entre 94 et 97% de son temps dans le nid. Le mâle, lui, n'y consacrera qu'1 à 3%. Cette femelle couve 2 œufs, mais il est fort probable qu'un seul petit survive. 9 fois sur 10, le deuxième oison est tué par le premier qui éclot. Son partenaire surveille le nid du haut d'une falaise à proximité.
Un autre couple se courtise. Ils s'envolent ensemble en suivant les courants ascendants avant de s'arrêter sur une falaise pour s'accoupler. Après l'accouplement, le mâle amène des branches dans le nid. C'est une manière de souder leur relation. Les falaises de dolérite au sommet des montagnes Nuveveld conviennent parfaitement aux aigles et aux damans. Les traces blanches sur les rochers souillés par l'urine des damans délimitent les tanières. La dolérite est remontée à la surface sous forme de magma il y a des millions d'années. Cette roche en fusion s'est déversée à la surface, ce qui explique que la plupart des montagnes du Karoo ont un sommet plat. Des siècles d'érosion ont fait disparaître la roche moins dure pour ne laisser que ces falaises imposantes qui dominent les plaines désertes. Une autre espèce spécialiste des environnements arides s'adapte bien à la vie sur les sommets. Il s'agit du zèbre de montagne. On en compte plus de 500 dans le parc. C'est la plus forte densité du monde. Dans le sud de l'Afrique, seuls quelques parcs possèdent 2 espèces de zèbres. Au pied des montagnes, des petits groupes de zèbres des plaines fouillent la végétation. Plus haut, sur les pentes, les zèbres de montagne tentent de se frayer un chemin entre les rochers. On les différencie facilement. Les zèbres de montagne sont plus petits et ils ont un morceau de peau bien visible qui pend sous le menton, appelé le fanon. Leurs rayures sont différentes. Elles continuent sur les pattes jusqu'aux sabots. Le zèbre des plaines a des rayures à couleurs changeantes qui ne couvrent pas son ventre ni ses pattes. Toutes les espèces de zèbres se nourrissent principalement d'herbes. Ils sont souvent dans les zones dégagées où ils peuvent trouver les meilleures pousses. Quel que soit l'habitat, trouver de la nourriture dans ce parc désertique est un défi. Les koudous ont trouvé la solution. Ils restent près de la végétation drue qui recouvre les berges des rivières. Ils ne sont pas difficiles, ils mangent de nombreuses plantes. Les koudous sont des ruminants. Ils broutent quelques heures, puis ils passent le reste de la journée à ruminer. Pour faciliter la digestion, ils mâchent la nourriture, puis ils l'avalent. Avant de la régurgiter pour la mâcher à nouveau. Ce processus leur permet de casser la cellulose complexe contenue dans les plantes qu'ils mangent.
Le jeune caracal commence à jouer au chat et à la souris. Si cela paraît cruel, il s'agit en réalité de s'assurer qu'il n'y a aucun risque à manger sa proie. Les félins jouent avec leur proie afin d'affaiblir cette dernière qui ne pourra donc plus les blesser. De cette manière, ils se protègent des blessures graves car la moindre morsure peut entraîner une infection. Ils ne peuvent se le permettre qu'avec certaines proies. S'il y a un risque qu'elles s'échappent, ils les tuent d'emblée. Son instinct le pousse à enlever la fourrure ou les plumes de sa proie. C'est pour cela qu'il lèche la souris. Si la proie était plus grosse, il se débarrasserait effectivement de la fourrure. Mais sur une souris, ça ne vaut pas la peine. Le moment venu, le félin tue sa proie. D'un coup de croc, il tranche la moelle épinière. Le caracal tire son nom du turc karakulak, qui signifie oreille noire. Il recrache soigneusement les intestins. Il est rare que les félins mangent les entrailles de leur proie. C'est un repas léger, sachant que les caracals sont capables de s'attaquer à des proies 3 fois plus grosses qu'eux. Mais pour le moment, ce sera suffisant. Sur les plaines nues, les oryx gazelles profitent des premières lueurs du jour pour chercher de la nourriture. Ils se nourrissent et s'hydratent en même temps, car c'est le matin que la végétation contient le plus d'eau. Et quand l'eau se fait aussi rare, il est important de s'hydrater au maximum en mangeant. Ici, tous les animaux doivent faire attention à ne pas perdre trop d'eau. La température corporelle des oryx gazelles peut grimper à un niveau qui tuerait la plupart des mammifères. Elle oscille entre 36 et 45 degrés. S'ils transpiraient pour faire baisser leur température corporelle, ils perdraient plus d'eau. Mais la chaleur endommage le cerveau. Dans leur cavité nasale, les oryx gazelles ont un réseau de capillaires qui refroidissent le sang avant qu'il ne monte à la tête. La thermorégulation est encore plus difficile pour les petits animaux tels que le rafficaire. Les rafficaires mesurent moins de 50 cm. Ils absorbent donc plus de chaleur que les animaux plus grands. Ils ont une grande surface corporelle comparée à leur volume. Plus on est petit, plus le problème est important. Comme les rafficaires, les oréotragues souffrent également. Néanmoins, leur fourrure est un atout. Leurs poils sont creux et peuvent emprisonner l'air. La fourrure procure donc une meilleure isolation. Ils n'ont pas trop chaud la journée, ni trop froid la nuit, quand le thermomètre affiche des températures négatives en hiver.
Les élans sont aussi capables de s'adapter à différentes conditions climatiques. D'énormes troupeaux vivent sur le plateau central du parc. Leurs habitats sont divers, des savanes humides en passant par les semi-déserts. Les élans ont une alimentation variée. Ils se nourrissent principalement de fruits, de feuilles, de graines, d'herbes et de tubercules. Ils broutent l'herbe tendre et verte. Parfaitement adaptés aux environnements semi-désertiques, ils peuvent passer des heures sans boire. Lorsqu'ils manquent d'eau, ils régulent leur température corporelle. Celle-ci peut augmenter de 7 degrés la journée et baisser le soir. Grâce à cette tolérance, les élans ne perdent pas cette eau si précieuse dans un milieu aride en essayant de se refroidir. Eux aussi choisissent de se nourrir principalement la nuit ou au lever du jour pour s'hydrater le plus possible grâce à la nourriture. Leur corpulence est un atout pour atténuer les effets des conditions climatiques. Mais il y a un inconvénient. Ce corps imposant nécessite beaucoup de nourriture. Les élans sont donc toujours en mouvement. Une autre famille est également en mouvement. Les chacmas sont les plus gros singes du sud de l'Afrique. Contrairement aux vervets, ils peuvent vivre sur terre. Ces rois de la débrouille mangent presque toutes les plantes comestibles qu'ils trouvent. Les troupes de babouins comptent entre 8 et 200 individus. Elles sont dirigées par un mâle dominant. Les vervets forment aussi des familles unies qui comptent parfois 40 individus. Il existe des règles dans ces troupes et l'ordre hiérarchique est strict. Le mâle dominant dirige la troupe. Il montre fièrement son scrotum bleu, symbole de son statut. Les mâles se jaugent aussi dans un effort effronté pour montrer leur masculinité. Chez les femelles, une hiérarchie est aussi mise en place. Les mères nourrissent leurs petits pendant 6 mois. Une fois sevrés et matures, les jeunes mâles quitteront la famille. Les femelles, elles, ne partent jamais. Le toilettage est un moyen d'entretenir les relations au sein du groupe. Les femelles dominantes reçoivent le plus d'attention. Chez les mâles, le toilettage est moins fréquent. Dans la végétation près de la rivière, une famille beaucoup plus petite cherche une proie. Les renards à oreilles de chauve-souris vivent en petits groupes de 2 ou 3 individus.
Ils traquent les proies grâce à leurs oreilles ultrasensibles. Seuls les fennecs se caractérisent par leurs oreilles démesurées. Le renard à oreilles de chauve-souris est le seul canidé qui ne se nourrit plus d'autres mammifères. Ses petites dents et son museau étroit sont faits pour attraper les insectes. Au menu du jour, des scarabées et, plus surprenant encore, des termites. Les odothermes cherchent de la nourriture pour leur nid. Contrairement aux fourmis moissonneuses, ils s'attaquent principalement à l'herbe, en particulier à la végétation tuée par le gel ou la sécheresse. L'herbe représente 94% de leur alimentation. Leur nid souterrain s'étend parfois sur 6 mètres. Dans le nid, les larves digèrent et distribuent la nourriture à la colonie. C'est comme ça que la cohésion est maintenue dans la colonie. Les individus qui possèdent des microbes intestinaux inconnus sont chassés du nid. Les termites défendent farouchement leur nid. Ils attaquent tous les intrus, même les plus petits. Juché sur un nid de termites, le jeune caracal surveille les alentours. Sa cachette est tout près d'ici et il doit être prudent. Si de plus gros prédateurs le trouvent, un lion ou un léopard par exemple, ils le tueront. Même les caracals mâles plus âgés sont une menace. Le jeune mâle a tué une belle proie. Ce lièvre est trop gros pour qu'il le mange en une seule fois. Il va donc le garder aussi longtemps que possible. Il ne faut surtout pas qu'un chacal ou un autre charognard le vole. Les caracals sont de petits félins, mais ils défendent férocement leur repas. Il enlève soigneusement la fourrure du lièvre avant de manger la viande fraîche. La consommation de viande l'aide à supporter les conditions arides du Karoo. C'est aussi un moyen d'obtenir l'eau dont il a besoin pour survivre. Le renard à oreilles de chauve-souris est toujours en quête de nourriture. Ces canidés passent la nuit à chercher le maximum de termites, de vers et de larves. Dans le parc du Karoo, la nourriture est une denrée rare. Ce ver s'apparente donc à une friandise croustillante. Non loin de là, le jeune caracal termine les derniers morceaux de son repas.
C'est la première fois qu'il tue une proie aussi grosse depuis qu'il a quitté sa mère. Il n'en perd pas une miette. Alors que la Voie lactée tourne au-dessus de lui, dans le ciel dégagé du parc du Karoo, il n'est plus sous pression. Il n'aura pas besoin de tuer avant quelques jours. Le cœur de l'Afrique du Sud est un environnement aride spectaculaire. Des animaux de toute taille y vivent. Tous se sont magnifiquement bien adaptés aux conditions écrasantes. La vie prospère dans ces paysages incroyables. C'est l'eau qui fait la loi ici, et toutes les espèces vivantes vivent à son rythme. Beaucoup considèrent que cette terre qui renferme un fantastique sanctuaire pour la vie sauvage est le cœur de l'Afrique du Sud. Voici le parc national du Karoo.